Bonjour à tous et bienvenue pour ce premier webinaire Focus Métier dans le cadre de la troisième édition des Semaines de l'évolution professionnelle. Donc les Semaines de l'évolution professionnelle, eh bien, ça a démarré aujourd'hui et elles se dérouleront pendant 15 jours du 10 au 21 octobre. Et donc aujourd'hui, voilà, vous êtes sur un webinaire axé autour d'un métier, les métiers du transport routier de voyageurs. Avant de démarrer, quelques petits rappels sur pratique, on va dire. Vous avez la possibilité de poser des questions via le chat, mais le mieux pour nous, pour qu'on puisse y répondre le plus simplement possible, c'est d'utiliser l'onglet questions qui se trouve juste à côté du chat. Donc vous pouvez poser des questions dans l'onglet questions. On y répondra soit éventuellement dans le chat, mais si possible directement au cours de la présentation. Soit pendant la présentation, soit à la fin. On verra en fonction des questions. Donc, et si jamais, voilà, il y a des questions qui vous intéressent plus particulièrement, vous pouvez voter en cliquant dessus et puis ça les fera remonter pour qu'on les voit bien et qu'on n'oublie pas d'y répondre. Alors juste un petit rappel, puisque je vous ai dit aujourd'hui, c'est le premier jour des semaines de l'évolution professionnelle. Donc qu'est-ce que les semaines de l'évolution professionnelle? Eh bien, c'est un événement 100% digital, gratuit, qui a été démarré en 2020 pendant la crise sanitaire. C'est pour ça qu'on a fait le choix d'un événement 100% digital et puis qui s'est poursuivi 2021. Et voilà, on est sur la deuxième édition en 2022. Et donc, c'est un événement qui est organisé par les opérateurs du Conseil en évolution professionnelle pour les salariés. Donc, c'est-à-dire l'APEC et un opérateur sur chacune des régions qui a été sélectionné par France Compétences. Donc, on vous fera une petite présentation rapide de ce qu'est le Conseil en évolution professionnelle à la fin de ce webinaire. Mais sachez que l'APEC et l'ensemble des opérateurs CEP régionaux accompagnent en fait tous les jours des salariés qui se posent des questions sur leur évolution professionnelle, sur leur avenir, pour tout type de projet. Et donc, dans ce cadre-là, nos conseillers, donc partout sur le territoire, accompagnent ces personnes-là pour travailler avec elles et leur donner les clés, les outils pour mettre en œuvre leur projet professionnel ou leur projet d'évolution professionnelle. Et un peu le premier pas pour travailler son projet d'évolution professionnelle, eh ben, c'est aussi de s'informer et c'est ce qu'on a voulu faire à travers les semaines de l'évolution professionnelle. Vous donner facilement de l'accès à de l'information. Donc on aura 80 webinaires à destination du grand public pendant ces 2 semaines. Donc vous retrouverez sur le site de l'événement tous les webinaires et toutes les thématiques. Donc n'hésitez pas à vous inscrire, c'est gratuit et ça vous permet d'avoir toutes les informations sur des sujets d'évolution professionnelle. Et donc aujourd'hui, on est là pour parler des métiers du transport routier de voyageurs. C'est vrai qu'on peut avoir un projet de reconversion, un projet professionnel, mais est-ce qu'il y a de l'emploi? Quelles sont les conditions d'exercice de ces métiers? Est-ce que ça peut réellement me correspondre? On a souvent plein de questions, on se pose souvent plein de questions. Et donc aujourd'hui, pour répondre et pour vous présenter les métiers du transport routier de voyageurs, donc nous accueillons Ingrid Maréchal, qui est la déléguée générale de la FNTV, donc la Fédération nationale du transport de voyageurs. Et puis, elle sera accompagnée, si je puis dire, de Marie-Pierre Fessaguet-Fabien, qui est la déléguée régionale de l'Opcomobilité pour Nouvelle-Aquitaine. Donc, ils vont vous présenter ces métiers. N'hésitez pas à poser des questions. Encore une fois, on vous y répondra, soit pendant le webinaire, soit à la fin, en fonction de l'organisation. Ingrid, c'est à vous, je vous laisse la parole. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Ingrid Maréchal, je suis déléguée générale donc, de la FNTV. C'est la fédération qui rassemble les entreprises de transport routier de voyageurs avec un peu plus de 1500 adhérents dans le secteur, des grands groupes internationaux comme Transdev, Keolis, RATP-Dev, mais aussi beaucoup de PME familiales qui sont réparties sur tout le territoire. Et en ce moment, on offre plus de 8000 postes de conducteurs, notamment à pourvoir partout en France et forcément près de chez vous, puisqu'il y a des entreprises un peu partout en France. Donc le transport routier de voyageurs, c'est plus de 2700 entreprises. Comme je vous l'ai dit, ce sont des groupes qui sont implantés dans toutes les régions de France ou des PME familiales avec un ancrage familial très fort, hein, des entreprises qui se transmettent de génération en génération avec une ambiance de travail familiale. C'est environ 100 000 salariés, alors 98 000 cette année puisqu'on est après la crise sanitaire, donc on a perdu plusieurs milliers de salariés pendant la crise sanitaire et 85% de ces salariés sont des conducteurs.
Donc la masse salariale de nos entreprises, c'est vraiment une grande majorité de conducteurs et un peu de conductrices puisqu'on a un secteur, un peu féminisé, à hauteur de 25 et on cherche à attirer davantage les femmes puisque, on le verra plus loin, mais il y a pas mal d'idées reçues sur la conduite, d'autocars notamment, où, on imagine, il faut, avoir une corpulence physique, nécessaire pour, conduire, des véhicules lourds, alors qu'une femme peut très bien s'en sortir, notamment avec les véhicules modernes. L'année dernière, on avait, un peu moins de 10 000 offres d'emploi qui étaient déposées à Pôle emploi. Ça a augmenté, avec la crise sanitaire puisqu'on a perdu 5 000 conducteurs pendant la crise sanitaire. Donc on est un métier qui recrute énormément en ce moment. Vous avez dû le voir à l'occasion de la rentrée scolaire où beaucoup de médias, ont relayé les difficultés de recrutement dans notre secteur d'activité, notamment pour assurer les transports scolaires et 97 des salariés de nos entreprises, sont en CDI. Donc les métiers, on l'a dit, principalement des conducteurs et des conductrices d'autocars, mais aussi parfois de véhicules légers, avec des transports spécifiques, soit pour du tourisme, soit pour, des transports de personnes à mobilité réduite. Un métier qui est aussi en forte demande en ce moment, c'est le métier de mécanicien réparateur de cars et de bus. Où on a de gros besoins en la matière et ce sont des métiers, qui sont assez rares avec une formation spécifique, donc il y a pas mal de débouchés, du côté de la maintenance. Dans nos entreprises, on a aussi des agents de planning, donc qui, organisent, le quotidien, en fait, de tous les conducteurs, de l'entreprise, en fonction des services à faire, chaque jour. On a des responsables d'exploitation, qui sont, aussi en fort recrutement en ce moment, qui, sont chargés, de diriger, l'exploitation de toutes les entreprises. On a des chargés d'études et méthodes, qui, sont eux davantage, dans du graphicage et des plannings horaires et cetera. On a des responsables d'agences de transport, et des conseillers en vendeurs et voyages aussi parce que, une partie de l'activité de nos entreprises, fonctionne autour du tourisme, du transport touristique et certains de nos autocaristes ont aussi des agences de voyage. Donc vous pouvez retrouver, pas mal de renseignements complémentaires, notamment des fiches métiers, des vidéos métiers, des descriptions, de tous les métiers que vous avez listés là, sur le site choisistonAvenir.com qui est assez riche, en informations. Donc on commence par le métier de conducteur. Parmi les métiers listés, dans la diapo précédente, on a choisi d'en présenter 2 qui sont, davantage, en tension que les autres, puisqu'on recherche beaucoup de conducteurs de transport routier de voyageurs et pas mal de mécaniciens. Mais les autres métiers sont aussi, importants et en recrutement, mais on a choisi de vous en présenter 2 davantage aujourd'hui. Donc bien sûr, le métier de conducteur ou de conductrice de transport routier de voyageurs. Donc la mission, évidemment, c'est de transporter des personnes, d'un point d'origine vers une destination, avec, des autocars, en général, parfois aussi avec, des plus petits véhicules, mais principalement des autocars, et avec un public transporté qui peut être différent. Ça peut être des personnes âgées, des enfants, ou des personnes, qui se rendent à leur travail pour leur transport quotidien sur les lignes régulières. Donc comme je vous l'ai dit, on a des entreprises qui sont implantées dans toutes les régions, dans tous les bassins de vie. Donc vous avez la possibilité de rester, implanté dans votre région ou dans votre ville, dans votre département, mais aussi, la possibilité, si vous, choisissez de travailler sur du transport touristique, de vous déplacer, à travers toute la France, voire l'Europe, pour, 1 jour, voire plusieurs jours en fonction des missions. La priorité du conducteur ou de la conductrice de transport routier de voyageurs, c'est évidemment la sécurité, avec une réglementation à suivre qui est très importante en matière
de transport par autocar, pour que les personnes que vous transportez puissent arriver à bon port en toute sécurité. Il y a d'autres missions annexes qui peuvent être amenées à se présenter dans le cadre de votre mission, notamment la vérification de titres de transport. Donc là, c'est principalement dans les réseaux urbains ou dans les services librement organisés, ce qu'on appelle les cars Macron, où là, il y a des titres de transport à vérifier, ou parfois d'encaisser le prix du ticket pour les lignes régulières notamment. Donc, un conducteur d'autocar, il peut être amené à avoir différentes missions. La mission pour laquelle les entreprises sont le plus en recherche en ce moment, c'est les cars scolaires. Donc, c'est acheminer des enfants vers leur établissement scolaire depuis différents points d'arrêt sur un bassin de vie, entre ces points d'arrêt et l'école primaire, le collège, le lycée. Donc c'est souvent un service le matin et un service le soir à la fermeture des écoles. Et en fonction de l'endroit où on se trouve, de l'activité de l'entreprise en question, soit il y a une interruption entre les services du matin et du soir qui peut permettre d'avoir un autre métier à côté, ou dans certaines entreprises, il y a des missions complémentaires qui sont confiées pendant la plage inoccupée entre les 2 services scolaires. À côté des transports scolaires, on a des lignes régulières régionales. Donc ça, c'est des autocars qui desservent les bassins de vie en province notamment, ou en grande couronne en Île-de-France, avec des circuits très organisés, hein, avec des points d'arrêt comme un bus, mais dans des zones moins denses que les villes. Il y a aussi des missions touristiques ou occasionnelles. Donc là, ça peut être à la journée, aller visiter une grande ville de France ou d'Europe pour une association de seniors, d'écoles, des clubs de foot, des clubs de sport, et cetera. Ou emmener des enfants à des sorties scolaires, soit dans le cadre de leur activité scolaire, donc à les emmener de l'école à la piscine ou vers un gymnase, ou vers des classes de découverte pour plusieurs jours notamment. Donc ça, c'est souvent des missions qui se font en plus des missions de transport scolaire. Pendant les vacances scolaires, il y a des autocars pour emmener les enfants vers les colonies de vacances. Et puis, depuis 2015, le réseau de lignes régulières nationales a été ouvert en France. Ça n'existait pas auparavant, avec les fameux cars Macron opérés par Flixbus et Blablacar, où là, c'est davantage sur des longues distances à la journée, avec des départs plusieurs fois par jour d'un point à un autre en France. Ça peut être aussi des lignes internationales qui sont opérées de la France vers un autre pays de l'Union européenne. Donc les formations pour devenir conducteur ou conductrice d'autocar, il y a d'abord une formation initiale qui est obligatoire, hein, avec 2 possibilités. Soit une formation courte, où dans ce cas, il faut avoir plus de 21 ans, soit une formation longue, qui est accessible à partir de 18 ans. Donc une formation courte, il faut au préalable disposer du permis B, qui est indispensable pour pouvoir passer le permis transport en commun, le permis D. La durée de cette formation courte, qu'on appelle dans notre jargon permis plus FIMO, la formation initiale minimum obligatoire, dure en tout 180 heures avec le permis. Donc la formation initiale minimum est obligatoire pour pouvoir conduire un véhicule de transport en commun dans une entreprise par la suite. Pour les plus jeunes, on a des formations longues qui sont des formations qualifiantes qui se déroulent en plusieurs mois ou en une année
et notamment le CAP d'agent d'accueil et de conduite de transport de voyageurs qui se déroule en 1 an et dans lequel on est en train d'intégrer l'apprentissage de la conduite puisque jusqu'à l'année dernière, on ne pouvait pas passer de permis transport en commun avant 18 ans. À côté du CAP, on a un titre professionnel de conducteur de transport en commun sur route qui dure 434 heures. Toutes les formations, qu'elles soient courtes ou longues, sont entièrement prises en charge, soit par Pôle emploi, soit par les régions, avec un complément qui est pris en charge par les entreprises, où souvent vous avez une promesse d'embauche, par l'entreprise avant de commencer la formation. Une fois que, vous avez réussi votre formation initiale et que vous avez été, embauché dans une, des 2 700 entreprises en France, vous devez tous les 5 ans repasser une formation continue obligatoire, donc la FCO, qui dure 5 jours tous les 5 ans, qui est prise en charge par l'employeur et qui permet de renouveler, et réactualiser, tout ce que vous avez appris pendant votre formation initiale et qui permet de vous mettre à jour sur, les évolutions de la réglementation qui peuvent avoir eu lieu, dans les 5 dernières années, avec parfois, des nouveaux modules, sur, la sécurité, sur l'écoconduite, sur la prise en charge, des publics mineurs, ce genre de choses et en plus de cette formation continue tous les 5 ans, il faut passer une visite médicale d'aptitude au permis. Donc c'est une visite médicale qui a lieu en plus, de la visite médicale classique et qui est, faite par un médecin agréé des préfectures et qui valide la possibilité de conduire tous les 5 ans. Au niveau du salaire et des conditions de travail, donc la rémunération d'un conducteur, elle est supérieure au SMIC. C'est une rémunération qu'on revalorise dans notre branche professionnelle tous les ans, avec, une augmentation, par exemple, cette année de plus 5 sur les taux horaires, de base. Et en plus, il y a souvent des primes, notamment pour les conduites, de nuit, le week-end ou les jours fériés et puis, des heures supplémentaires, en cas de dépassement. Vous avez la possibilité aussi de choisir de travailler à temps plein ou à temps partiel. On a beaucoup, de contrats de travail à temps partiel dans les transports scolaires, ce qui s'explique par les services du matin et du soir, où, on peut demander à notre employeur, de choisir de travailler à temps partiel ou de choisir, plutôt de travailler à temps plein, et ça permet de pouvoir s'adapter, à sa vie, privée et d'équilibrer sa vie, professionnelle avec sa vie privée. C'est aussi un métier non délocalisable puisque, il y a toujours un emploi, proche de chez soi, y compris en cas de déménagement. Vous pouvez toujours retrouver une entreprise proche de chez vous qui cherche, à employer des conducteurs. Donc au niveau des qualités et des compétences requises, donc il y a des compétences techniques, hein, forcément, maîtriser la conduite d'un autocar en toute sécurité et les conconduites. Donc ça, c'est ce qu'on apprend, au moment du passage du permis transport en commun et de la formation initiale. Connaître évidemment le code de la route, du groupe lourd, mais qui se fait aussi au moment du permis. La nécessité de prendre en compte le bien-être des passagers et de respecter les autres usagers de la route. Donc ça implique, d'avoir une conduite qui prend en compte le fait qu'on a, parfois plusieurs dizaines de passagers, à bord du véhicule. C'est important aussi de savoir gérer son temps, de respecter les itinéraires et les horaires parce que c'est souvent des horaires, fixes avec, soit des enfants qui ont besoin d'être à l'heure à l'école, soit, des salariés, qui empruntent, les transports collectifs pour se rendre à leur travail. Donc avec, un horaire fixe, de réseau et des horaires à respecter, malgré parfois les aléas de la circulation,
qui peuvent être rencontrés sur le chemin. En cas d'accident, il faut être effectivement capable d'administrer les premiers secours. Donc c'est pour ça que dans le cadre de la formation obligatoire, mais initiale, mais aussi continue, on a des formations aux premiers gestes de secours. Et puis, dans le cadre de déplacements internationaux ou de tourisme, l'employeur peut être amené à demander la pratique d'une langue étrangère, souvent l'anglais. Il faut avoir la capacité de gérer un groupe, que ce soit pour des trajets à la journée ou des voyages, sachant que pour un transport touristique, il faut avoir aussi des capacités d'organisation puisqu'il faut gérer le groupe, les bagages, parfois des réservations d'hôtels, et puis un programme sur plusieurs jours que le conducteur est chargé de respecter. Et puis, il faut s'adapter aux différents profils et au comportement des passagers transportés, parce qu'effectivement, c'est pas toujours simple de transporter des élèves qui peuvent être turbulents. Alors parfois le matin très tôt, ils sont parfois endormis. Il faut aussi assurer leur sécurité, s'assurer qu'ils soient bien descendus du véhicule, notamment les plus petits. Voilà, parfois on transporte des enfants de moins de 3 ans depuis l'extension de l'école à partir de l'école obligatoire à partir de 3 ans. Et donc, il faut vraiment faire attention à pas les avoir oubliés dans le véhicule. Et puis, au-delà de ces compétences techniques, il y a des compétences comportementales, donc l'aisance relationnelle, puisqu'on transporte un groupe de personnes, donc il faut avoir des relations plutôt faciles. La ponctualité, on en a parlé, la politesse et le respect, diplomatie, parfois pour désamorcer des tensions entre passagers ou avec un passager qui n'est pas content parce qu'il est en retard. Avoir le sens de l'initiative et puis la capacité à gérer les aléas, à savoir prévenir son entreprise quand on rencontre une difficulté pour pouvoir avoir la possibilité d'une aide à distance pour gérer une situation imprévue. Donc les avantages pour devenir conducteur, c'est une formation qui est accessible, qui est prise en charge, donc pas de paiement de formation à prévoir. Un métier qui est sans diplôme, sauf dans le cadre d'une formation certifiante longue, qui est accessible à tous les types de candidats, hein, y compris les femmes, et à partir de tout âge. On a pas mal de seniors qui sont en reconversion dans nos métiers et à qui ça peut permettre d'avoir un complément de revenus, parfois des jeunes retraités. Il y a une ambiance de travail dans les entreprises, que ce soit les filiales de groupe ou les entreprises, les PME familiales, une ambiance de travail entre collègues qui est plutôt sympathique. Des horaires flexibles pour convenir à tous les profils. Donc même si les entreprises ont des obligations à respecter en termes d'horaires de circuit, les employeurs essaient de s'adapter de plus en plus aux candidats conducteurs pour faire en sorte qu'ils puissent trouver un emploi du temps qui leur convient et qui est compatible avec leur vie personnelle, avec la possibilité de choisir de travailler le soir ou le week-end ou de ne pas le faire, de choisir de travailler à temps plein ou à temps partiel. Vous avez la garantie de trouver un travail puisqu'on a plusieurs milliers d'offres sur tout le territoire national. Et donc, je l'ai dit, accessible aux seniors, aux femmes, aux personnes en situation de handicap. Alors, certains handicaps, hein, évidemment, avec des possibilités d'adapter les véhicules aux formes de handicap qui peuvent être rencontrées. Et puis, les évolutions possibles après le métier de conducteur, on peut devenir moniteur d'entreprise, tuteur, agent d'exploitation, agent de planning. On a aussi des conducteurs qui ont choisi de monter leur propre entreprise de transport routier de voyageurs. Donc, on a des évolutions possibles dans tous les métiers de l'entreprise.
Donc comment postuler si vous êtes intéressé? Donc on a beaucoup d'opportunités d'embauche, on l'a dit, souvent en CDI, 96-17 de CDI, pour les demandeurs d'emploi, mais aussi pour une reconversion professionnelle, à condition d'être âgé d'au moins 18 ans. Il peut être intéressant d'avoir le permis B avant de se présenter à la formation puisque c'est, un permis requis, avant la formation, au métier de conducteur. Donc vous pouvez retrouver les offres d'emploi soit sur le job board FNTV, donc jobboard.fntv.fr, soit sur le site de Pôle emploi évidemment. Et on a des métiers aussi, des offres d'emploi de conducteurs de tourisme sur le site monemploitourisme.fr. Donc voilà pour ce qui est du métier de conducteur. Le deuxième métier qu'on voulait vous présenter, aujourd'hui, c'est le métier de mécanicien réparateur de cars et de bus. Le mécanicien travaille, donc dans les exploitations de transport, avec, des ateliers complets, hein, où la mécanique et la réparation des véhicules se fait en interne avec, des ateliers de pièces détachées, tout l'équipement, nécessaire en entreprise avec, une spécialisation qui est faite, par rapport à la mécanique automobile, hem, pour, s'occuper des véhicules lourds puisque ce sont, des métiers, communs mais, assez différents pour la mécanique poids lourd où, il faut une pratique un peu particulière. Donc le métier de mécanicien, c'est, la détection de défectuosité dans le fonctionnement du moteur ou des organes des véhicules. Il faut diagnostiquer les pannes, à l'aide d'appareils électroniques ou, échanger des pièces défectueuses, réaliser, le montage et le démontage, des pièces, des pneus, faire les vérifications nécessaires, les réglages, les mises au point, les contrôles, que ce soit pour, les systèmes anti-pollution, les niveaux, les fluides, les vidanges moteurs, le remplacement des liquides de frein et cetera. Et puis, une autre, catégorie de mission du mécanicien, c'est de faire des dépannages des véhicules, sur route où, un conducteur peut appeler, le service, mécanique de l'entreprise, en cas de panne. Où il faut rejoindre le véhicule et trouver la panne sur place ou, le prendre en charge, le ramener et trouver la panne, dans l'atelier. C'est aussi, des essais de véhicules sur route, après les vérifications ou les réparations et puis, faire les suivis d'intervention et transmettre les informations, au service, de l'atelier, mais aussi de l'exploitation pour commander des pièces détachées et cetera. Le mécanicien donne aussi des conseils d'ordre technique ou mécanique aux conducteurs dans le cadre de leur opération de conduite et puis il peut éventuellement coordonner une équipe ou un atelier, dans le cas d'un chef d'atelier. Donc les compétences techniques requises, donc c'est la maîtrise de la mécanique évidemment, de l'électronique, de l'hydraulique, des pneus et de l'électricité. Il faut savoir manipuler les appareils, techniques, les outils de mesure, connaître les principes, de fonctionnement d'un moteur et notamment d'un moteur d'un véhicule lourd, connaître, la technologie des équipements électriques, que ce soit les circuits, l'alternateur et cetera et des équipements électroniques. Il faut se tenir informé des évolutions technologiques. On a aujourd'hui une transition énergétique, qui est en cours dans la profession pour faire évoluer les autocars diesel vers d'autres motorisations, soit avec des biocarburants dans les véhicules diesel, soit avec l'acquisition par les entreprises de motorisation, au gaz naturel véhicule ou à l'électricité et ça nécessite, de se tenir informé sur les évolutions de ces technologies. Il faut aussi savoir utiliser un logiciel de détection des pannes et le logiciel de gestion, de maintenance assistée par ordinateur. Souvent, il est mieux d'avoir le permis D,
puisque c'est souvent le mécanicien qui emmène l'autocar au contrôle technique et qui le ramène ou qui doit pouvoir faire des essais sur le véhicule. Alors les compétences comportementales, il y en a moins que pour un conducteur qui est au contact du public, mais il y en a aussi. C'est la précision, la minutie, l'habileté aussi, et puis des compétences méthodologiques, une qualité d'analyse pour pouvoir détecter une panne, un esprit de curiosité et souvent un travail en équipe puisqu'on est rarement seul dans le même atelier. Voilà, j'ai fini ma présentation. Je suis à votre disposition pour répondre à vos questions si vous en avez. Effectivement, c'est le moment des questions, donc n'hésitez pas à les poser soit via le chat, soit via l'onglet questions. On ne peut malheureusement pas vous faire monter sur scène pour poser votre question, mais n'hésitez pas à le faire dans le chat ou dans l'onglet questions. Et sachant, je l'ai précisé dans le chat, que le replay de ce webinaire sera disponible, et comme l'ensemble des replays des webinaires des semaines de l'évolution professionnelle, sur la chaîne YouTube de l'événement, donc la chaîne YouTube Semaine de l'évolution professionnelle, et on les mettra en ligne dès la fin de l'événement, le lundi 24 octobre. Voilà, donc si vous avez des questions sur les métiers, c'est le moment. Du coup, moi, je peux peut-être en poser une, comme ça, on fera démarrer. Vous avez dit donc que les formations étaient entièrement financées pour les personnes qui souhaitent notamment devenir conducteur de car, par exemple. Donc ça, c'était notamment, j'imagine, quand vous parlez de région Pôle emploi pour des publics demandeurs d'emploi. Donc, est-ce que l'OPCO a également des possibilités pour prendre en charge des formations, mais là, quand on est salarié, outre le projet de transition professionnelle? Effectivement, alors je vais laisser Marie-Pierre répondre, mais quand je parle de Pôle emploi délègue des fonds aux opérateurs de compétences qui financent effectivement les formations. Je laisse Marie-Pierre répondre. Alors oui, effectivement, pour les salariés qui sont en poste, on intervient sur le financement de la formation auprès de nos entreprises. Après, ce sont des formations qui peuvent être prises en charge au moment du démarrage du contrat, par la voie de l'alternance éventuellement, hein, contrat de professionnalisation ou contrat d'apprentissage. Du coup, et comme vient de le dire Ingrid, on a aussi la possibilité de venir en financement ou en cofinancement, du coup, sur des actions de formation à destination des demandeurs d'emploi, notamment dans le cadre des préparations opérationnelles à l'emploi. Donc oui, effectivement, pour la partie salariés et entreprises, on intervient dans ce cadre-là, du coup. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? N'hésitez pas, nos interlocuteurs, voilà, 2 présentatrices, co-animatrices sont là pour y répondre. Mais sinon, c'est peut-être que ça a été très clair. En tout cas, moi, j'ai retenu qu'effectivement, le métier de conducteur de car ou de bus pouvait être intéressant, par exemple, pour effectivement les personnes qui aiment le contact social, parce que ça permet de rencontrer des publics divers, et puis aussi pour ceux qui, en tout cas dans le cadre des lignes peut-être européennes ou en tout cas nationales, qui aiment voyager, qui ont envie un petit peu qui n'ont pas envie de rester enfermés dans un bureau, qui au contraire ont envie de sortir, de voyager, et puis c'est vrai qu'on ne pense pas toujours, alors encore une fois, à la dimension sociale, gestion de groupe et gestion relationnelle pour ces métiers. Donc voilà, n'hésitez pas, si c'est des critères qui sont importants pour vous dans le cadre d'une orientation ou d'une réorientation, c'est intéressant à le prendre en compte. Finalement, pour les mécaniciens, voilà, si on aime le travail d'atelier, la mécanique, travailler de ses mains, et puis du coup avoir quand même la satisfaction du travail bien fait, puisque c'est grâce aussi à ces mécaniciens qu'on peut emmener tous les jours les enfants à l'école. Donc c'est quand même la satisfaction d'avoir un métier concret qui permet à tout à chacun de se déplacer tous les jours. Effectivement, Voilà, ça donne des idées. C'est un métier où on est autonome, hein, même si on ne fait pas de grands voyages à travers l'Europe. Voilà, on n'est pas derrière son bureau, on est avec une grande autonomie, une sensation de liberté, même quand on conduit sur des lignes plus restreintes dans le cadre de sa zone géographique, et avec effectivement une contribution à la vie sociale pour emmener les enfants à l'école, une contribution au respect de l'environnement, puisqu'on conduit des transports collectifs qui permettent
d'éviter d'avoir des véhicules sur la route. Et puis on contribue aussi, à l'économie locale, à faire vivre, la société, pour, emmener les gens, au marché, au travail. Alors, je propose peut-être qu'on prenne 5 minutes pour présenter le conseil en évolution professionnelle et comme ça permettra à ceux qui n'ont pas encore posé une question d'y réfléchir et de la poser dans le chat, puisque je vous disais que les semaines de l'évolution professionnelle étaient organisées par les opérateurs du conseil en évolution professionnelle pour les salariés. Donc, qu'est-ce que le conseil en évolution professionnelle? Eh bien, le CEP, comme on l'appelle souvent, c'est un service qui en fait est accessible à tous les actifs, qui est on peut dire un droit, enfin en tout cas un service qui est complètement gratuit, puisque c'est une mission de service public et ça permet à tous les actifs, quand ils le souhaitent, au cours de leur parcours, de pouvoir rencontrer un conseiller qui va leur permettre de faire le point sur leur situation professionnelle et puis en fonction voilà, de la situation et des enjeux du moment, de pouvoir travailler sur la formalisation on va dire, une stratégie qui vise l'évolution professionnelle. Sachant que quand on parle d'évolution professionnelle, il ne faut pas forcément que ce mot fasse peur, puisque ce n'est pas forcément une reconversion à 180 degrés, ça peut être aussi une évolution en interne ou simplement peut-être préparer son entretien professionnel pour pouvoir dialoguer avec son responsable sur comment on voit les 3-4 prochaines années de sa carrière professionnelle. Donc, je vous disais, il est accessible pour tous les actifs. Donc, c'est vraiment un service qui vous accompagne tout au long de votre parcours professionnel. Simplement, en fonction de votre situation, vous n'allez pas vous adresser au même opérateur. Par exemple, si vous êtes cadre, en emploi ou sans emploi, votre opérateur CEP, c'est l'APEC, avec qui donc nous co-organisons ces événements. Pour les demandeurs d'emploi, c'est le Pôle emploi qui délivre le CEP. Pour les jeunes de moins de 26 ans, ça va être le réseau des missions locales. Pour les personnes en situation de handicap, c'est plutôt le réseau des Cap Emploi. Donc, c'est Cap Emploi si le handicap constitue un frein dans votre projet d'évolution professionnelle. Et puis, pour les salariés du secteur privé et les travailleurs indépendants, donc France Compétences, qui finance donc qui collecte les fonds de la formation professionnelle en France, a sélectionné un opérateur par région. Et donc, ce sont tous ces opérateurs avec la PEC qui organisons les semaines de l'évolution professionnelle. Donc là, vous avez les logos des 6 opérateurs, sachant que si vous allez sur mon-cep.org, vous retrouverez la carte de France avec l'ensemble des opérateurs par région. Et je vous disais, le CEP, en fait, vous accompagne tout au long de votre parcours pour tout type de projet. Et quand on dit viser l'évolution professionnelle, malheureusement, parfois, le CEP, à un moment donné, l'évolution, c'est aussi sécuriser son parcours professionnel. Si par exemple, vous pensez que potentiellement, vous ne pourrez plus exercer votre métier, par exemple, pour des raisons de santé, le CEP est aussi tout à fait adapté à ce moment-là pour vous permettre, encore une fois, de faire un point sur votre situation et de travailler sur le projet et l'étape d'après de votre parcours professionnel. Donc ça peut être voilà, la reconversion, le développement de compétences, la reprise ou la création d'activités, la mobilité interne et externe. Voilà, vraiment tout type quel que soit votre objectif, vous pouvez faire appel à un conseiller en évolution professionnelle. Et donc, ce service se décompose en 2 étapes. On commence par ce qu'on appelle voilà, le conseil individualisé. Donc, on a un premier rendez-vous où vraiment vous pouvez exprimer votre demande, exprimer votre besoin et puis déjà votre conseiller va répondre à vos premières questions. Souvent, les personnes ont des questions sur le CPF, sur la formation, sur, justement l'entretien professionnel. Donc, on commence par un premier entretien où on répond à toutes vos questions et puis ensuite, on vous accompagne, dans la mise en œuvre de votre projet, professionnel. Et donc je vous disais, pour prendre rendez-vous avec un conseiller, il suffit de vous rendre sur le site mon-cep.org et donc dans la rubrique «Je trouve mon conseiller», vous allez rentrer votre situation, votre localisation et vous trouverez, le conseiller le plus proche de chez vous. Et donc pour répondre à la question dans le chat, quelle est la différence avec le bilan de compétences? Donc le CEP et le bilan de compétences, ce sont donc 2 accompagnements, on va dire, qui sont complémentaires. Voilà, quand on est dans le CEP, encore une fois, c'est une mission de service public qui est gratuit pour la personne
qui sollicite le conseiller en évolution professionnelle et qui permet de faire le point vraiment sur cette situation et de travailler sur son projet. Et puis, dans certains cas, on peut tout à fait, en complément du CEP, les personnes peuvent engager un bilan de compétences. C'est notamment le cas quand vraiment elles souhaitent investiguer en profondeur leur motivation, le sens au travail, elles souhaitent mieux se connaître, mieux comprendre aussi leurs traits de caractère, comprendre davantage leur motivation. Dans le bilan de compétences, on utilise aussi par exemple des tests psychotechniques, ce qu'on ne fait pas dans le cadre du conseil en évolution professionnelle. Donc le CEP, encore une fois, c'est un service, une mission de service public. Le bilan de compétences, c'est une prestation qui est finançable, notamment par le CPF, et qui peut être complémentaire au conseil en évolution professionnelle. Donc voilà pour une présentation rapide. Encore une fois, n'hésitez pas, il y a d'ailleurs un webinaire qui s'appelle, qui est vraiment sur qu'est-ce que le conseil en évolution professionnelle, où vous comprendrez avec une présentation beaucoup plus détaillée que ce que je viens de vous proposer. Et puis ensuite, sur le site de l'événement, eh bien, vous retrouverez l'ensemble des thématiques que nous allons traiter pendant ces 15 jours, avec encore une fois, tous les jours à 15 heures, la présentation d'un métier qui recrute. Voilà, on a encore quelques minutes pour répondre à des questions. Donc, n'hésitez pas encore une fois à les poser dans le chat ou dans l'onglet questions. Et puis, s'il n'y en a pas, en tout cas, je remercie nos 2 co-animatrices et je vous souhaite à tous une excellente après-midi. Merci beaucoup. J'en conclus que la présentation a été très claire s'il n'y a pas de questions. J'espère. En tout cas, ça donne envie. Ah. Voilà, et bien merci à vous. Je vois qu'il y a des remerciements dans le chat. Eh bien, merci à vous et à bientôt. Et très bon après-midi aussi à vous, Marie-Maude. Bien, comme il semblerait qu'il n'y ait plus de questions, je vous propose qu'on termine l'événement en se souhaitant effectivement à tous une excellente après-midi. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Merci. Au revoir.